T'es encore malade, tu peux pas aller voir le médecin, on te prescrit 3 médicaments et ça suffit. Mais non, j'en peux plus, là, je suis malade, les médicaments, c'est chimique. Non, j'aime pas. Non, je veux pas. J'ai peut-être une solution, enfin, nos invités. Ah, bah on en parle avec eux alors. Ouais. Bon, c'est mieux. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova. Au sommaire, Caroline. Les médecines alternatives et complémentaires, elles attirent de plus en plus de patients. Malgré tout, des questions subsistent. On fait le point avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous recevrons le trio féminin de Via Nova. Elles nous donneront leurs précieux conseils pour égayer notre week-end. Des bons plans, on va parler mode, on va même faire sa lessive, enfin plein de choses, vous verrez. Voilà. Oui, mais encore? Non, j'ai pas envie de le dire. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, hashtag Via Nova, bien sûr. Et puis comme chaque jour, c'est la revue de presse. Marie-Jo. Ça va? Ça va, j'ai cru que c'était moi que vous vouliez boycotter. Mais non, mais enfin, jamais, pas du jamais tout. Marie-Jo, enfin. C'est déjà extrêmement Marie-Jo, mais qu'enfin. Bon, moi j'avais envie qu'on parle du Brexit aujourd'hui. Eh oui, oui, on n'en finit plus. Hein. Ben non. On aimerait bien en finir avec le Brexit, mais on n'en finit plus. Hier, on en parlait. On disait que Theresa May pensait avoir convaincu le gouvernement, qu'il ne lui restait plus que la bataille du Parlement. Eh bien non. Alors on commence avec Le Monde. Regardez, Theresa May négocie avec le Royaume-Uni. En fait, au moment où le quotidien bouclait, hier soir, la Première ministre avait déjà reçu la démission du ministre du Brexit. Oui. Mais depuis, les choses se sont aggravées. Alors, Le Figaro titre aussi « Brexit, Theresa May seule contre tous », parce que c'est vrai qu'elle est quand même très, très abandonnée. Et La Croix aussi en parle comme ça, « Brexit, un accord chahuté ». En fait, ce sont 4 ministres qui ont démissionné depuis hier. Alors, quand on parlait d'accord du gouvernement, ce sont quand même ses proches. Hein. Eh bien, je crois qu'on avait un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, évidemment, toute la presse britannique, nationale britannique, parce que, voilà, si je dis que nationale, on va penser que je parle de la France, pas du tout. Toute la presse, évidemment, fait ses unes sur Theresa May, l'envoi de Times, l'envoi de Guardian, et évidemment sur sa grande solitude face à ce Brexit qui, vraiment, ne se règle pas facilement. La pauvre. Voilà. Oui. Bon, les autres infos du jour? Alors, l'Humanité consacre son gros dossier au rassemblement de demain. Le fameux... Vous aviez une question? Oui, ça fait 1 heure qu'elle est comme ça. Non, j'ai pas de question. Madame? Non, j'ai pas une question, mais c'était sur la une précédente, il y avait le jumeau de Attention, Florian. toi. De Florian. Mais c'est pas grave. On a loupé ça. Mais oui, mais c'est pas grave. Donc on a l'Humanité qui consacre en fait son gros dossier au rassemblement de demain du 17 novembre avec cette colère qui fait tache d'huile. Voilà, bon, les gilets jaunes, les fameux. Et en fait, le quotidien se demande qui sont les initiateurs des mobilisations en fait des gilets jaunes qui font tellement trembler Macron. Et c'est une bonne question parce qu'à force de récupérer le mouvement à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au milieu, enfin, etc., on ne sait plus très bien qui va manifester et du coup, les gens ne savent plus très bien s'ils ont envie d'aller manifester parce qu'on ne sait plus à côté de qui. Oui, on ne sait plus. Alors, on va parler un petit peu de Marseille. Oui, alors Marseille, c'est Libération qui s'y attelle avec un très très gros dossier, un spécial Marseille, au cœur de la colère. Toujours colère. C'est un dossier qui est extrêmement complet, qui est très bien fait avec des témoignages d'ailleurs de personnes qui étaient au courant, qui avaient informé, qui avaient alerté, et la fin certainement du maire Gaudin. Et du côté de Corse Matin, il y a aussi de la colère. Il y a aussi de la colère, de la crainte, enfin pas tellement de bonnes nouvelles en tout cas à la une, avec effectivement, regardez, les surveillants agressés à Borgo, la piste islamiste. On parle de la radicalisation possible dans les prisons, même Corse. Avec l'interview de François Tat, on revient évidemment au problème des déchets en Corse. Et ce dernier sujet, tension aux abords du site d'enfouissement du Pounel. Donc voilà, c'est pas extrêmement gai non plus nos unes Corse. Bon, on a du plus léger, hein? On a du plus léger, on a une bonne nouvelle. C'est spécialement pour Colomba qui adore les bonnes nouvelles et qui nous regarde en régie. C'est l'Express qui nous livre ce titre-là. Voilà, alors l'Express fait son titre effectivement sur Brigitte Macron, mais je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus. C'est en page intérieure, la couche d'ozone cicatrise. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne... Mais c'est vrai? Alors évidemment, c'est pas très rapide et c'est vrai que sur la photo entre 2017 et 2018, bon, pour les néophytes, c'est pas super évident, mais enfin, on voit que quand même les choses changent. Alors en fait, depuis 1987, c'est-à-dire l'interdiction des CFC, allez, je me lance, chlorofluorocarbures, c'est les gaz propulseurs, vous savez qu'il y avait dans les bombes à aérosols, et bien pour la première fois depuis l'an 2000, la couche d'ozone se reforme.
Alors c'est 1 à 3% par décennie. Donc c'est extrêmement long, mais si cela se confirme, eh bien on pourrait avoir une couche d'ozone qui retrouve son état normal en 2060. Et on sait à quoi c'est dû ? Ben justement, en fait, ce renversement essentiellement à cette interdiction des gaz propulseurs. D'accord. Vous voulez que je le redise ? Chlorofluorocarbures. Merci Caroline pour votre soutien. J'avais enfin envie de me dire quelque chose, mais bon, bref. Alors, vous êtes bien dans les bonnes nouvelles, Marie-Jo ? Oui. Est-ce qu'on en a une autre ? On en a une qui est pas mal, un sujet très intéressant qui est traité par Le Parisien et qui rejoint le thème de votre débat. Regardez, oui. Se soigner sans antibiotiques, c'est possible. Ben voilà. Alors voilà, c'est un traitement étonnant, la phagothérapie. C'est sa phagothérapie très répandue en Géorgie qui apparaît aujourd'hui comme une solution crédible. Alors en fait, le dossier évoque un espoir contre l'antibiorésistance. Parce que vous savez qu'à force de consommer des antibiotiques, il y a effectivement pas mal de microbes qui sont totalement résistants. Alors cette antibiorésistance provoque quand même 5500 décès par an en France. Oui. Et a priori, ça pourrait entraîner la mort de 10 millions de personnes en 2050. Puisqu'effectivement, on ne pourrait plus traiter ces infections. Il est donc urgent de trouver une alternative. Et cette médecine pourrait être la fameuse médecine des phages. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine des phages ? Qu'est-ce que c'est les phages Alors, les phages, d'abord, c'est du masculin, c'est un phage. D'accord. Pas évident. Bon. Ce sont des virus naturels que l'on trouve absolument partout, sur le sol, dans l'eau des étangs, etc., etc., et qui sont capables de manger des bactéries, mais vraiment les bactéries les plus coriaces, nous explique Le Parisien. Et cette médecine, en fait, elle existait aussi en France. Elle est très connue en Géorgie et elle a continué à être utilisée. Mais elle existait en France, mais abandonnée, évidemment, devant le succès des antibiotiques qui arrivaient quand même au bout de toutes les infections. Donc, les collections de phages que nous avions pour correspondre, parce que vous voyez, un phage, une bactérie, et puis ça match ou pas. Donc il fallait des collections de phages pour répondre absolument à toutes les infections, qui étaient dans les laboratoires de Pasteur. Ont disparu, tout ça a été jeté. Il faut refaire les collections, mais c'est vraiment une technique qui pourrait être tout à fait prometteuse, comme je vous invite à lire le témoignage de Christophe qui a évité l'amputation quand même, très bonne nouvelle pour lui, en partant justement en Géorgie parce qu'un staphylocoque doré était en train de ronger l'os de sa jambe et effectivement les antibiotiques n'avaient plus aucun effet sur sa pathologie. Sa jambe a été sauvée. Tant mieux pour lui. Plein d'espoir. Ah bah oui. Il en faut de l'espoir en ce moment surtout. Voilà, donc les médecines alternatives peut être effectivement un espoir parfois aussi pour des choses aussi graves que ça. Eh bien, je vous propose de revenir pour le débat, pour nous en parler. D'accord. Avec un sujet plus léger, vous verrez. Ah, très bien, on a hâte. Merci beaucoup. Marie-Jo. Thierry Part, rebonjour. Rebonjour. On continue notre tour de Méditerranée avec cette nouvelle flambée de violence au Proche-Orient. Ah oui, là, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Pour le cas, la situation reste tout à fait explosive et même si un cessez-le-feu a été conclu cette semaine, eh bien, c'est la crainte d'une 4e guerre en 10 ans qui ressurgit. Ces hostilités surviennent après des mois de tension et au lendemain d'une opération des forces spéciales israéliennes qui a très mal tourné. Le Hamas a procédé à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Les avions de combat israéliens ont riposté, détruisant notamment le bâtiment de la télévision du Hamas. Alors dimanche dernier à Paris, alors que de nombreux chefs d'État étaient réunis pour célébrer la paix, eh bien, le Premier ministre israélien, lui, a écourté brusquement son séjour en France en raison de cette situation explosive donc au Proche-Orient. Il est bien difficile aujourd'hui d'entrevoir une sortie de crise. Dans ce contexte, les Israéliens se considèrent toujours en situation de légitime défense. Les Gazaouis en situation de siège permanent. La vie quotidienne dans la bande de Gaza est insoutenable. 2 millions d'habitants confinés sur un territoire 20 fois plus petit que la Corse. Des difficultés accentuées par les rivalités entre organisations palestiniennes également. Et puis direction Chypre, Thierry, pour l'ouverture de 2 nouveaux points de passage sur cette île divisée. Oui, c'est une première depuis 8 ans. Les dirigeants chypriotes, grecs et turcs ont accepté l'ouverture de 2 nouveaux passages entre les parties nord et sud, 15 mois après l'échec du premier cycle de négociations sur la réunification de l'île. Les 2 parties se sont retrouvées dans le bâtiment des Nations Unies, dans la zone tampon séparant la capitale Nicosie. L'ouverture des points de passage est considérée comme un élément essentiel pour restaurer la confiance entre les 2 communautés qui vivaient chacune de leur côté jusqu'à l'ouverture du premier checkpoint en 2003. Et l'Italie, maintenant avec une initiative étonnante pour relancer la natalité.
Ah oui, une initiative pour le moins étonnante, effectivement. Le gouvernement italien, mais il ne nous surprend véritablement plus, ce gouvernement, souhaite offrir un terrain agricole aux parents qui auront un 3e enfant dans les prochaines années. Une mesure insérée dans le projet de budget qui est actuellement au centre d'un bras de fer avec Bruxelles. La mesure, si elle était appliquée, prévoit pour les couples qui sont installés en zone rurale d'offrir une concession pour 20 ans sur un terrain agricole public. Le taux de natalité en Italie est le plus bas d'Europe, il faut le savoir, et la Ligue, un des 2 partis au gouvernement, en a fait un cheval de bataille. L'État possède encore un demi-million d'hectares de terrain, mais la plupart de ces terres sont en friche et leur exploitation s'annonce bien compliquée quand même. Et au programme de Méditerranéo. Et oui, vous attendez tout ça. Et oui, sûr, évidemment. Et cette semaine, Méditerranéo se décline tout d'abord aux Baléares avec le regard sur l'île de Formentera qui privilégie la protection de l'environnement. Ça va vous faire rêver au niveau du paysage. La fête aussi. Hein. Et puis en Corse, nous suivrons une opération scientifique de préservation du goéland d'Audouin. C'est demain à 11h30. Beau programme, Thierry. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite sur ce plateau. Merci beaucoup. En attendant, il est 12h36 et c'est l'heure du débat de Vianov. Installez-vous, messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces médecines sont douces, alternatives ou encore complémentaires. Elles attirent de plus en plus de patients. Leur objectif, traiter aussi bien le corps que l'esprit, le tout sans produits chimiques. Est-ce pour autant la panacée? Pour en parler et nous aider à y voir un peu plus clair, nous accueillons le docteur Jean-Marc Kress, secrétaire général de l'Ordre des médecins. Bonjour. À vos côtés, Mathieu Tramogne, naturopathe iridologue. Bonjour. Et l'ostéopathe Christopher Huguet-Campagne. Bonjour. Bonjour. Merci, je l'ai dit, d'avoir accepté notre invitation. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on sourit un petit peu quand même. Homéopathie, naturopathie, acupuncture ou encore sophrologie, bienvenue dans le cabinet de Nathalie et Mélanie qui ont décidé de proposer une alternative à la médecine traditionnelle. Alors taillez ici, Ah, que c'est tendu. Alors n'hésitez pas à varier les plantes pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger une salade. On travaille dans la bonne humeur. Ah ça oui, ah ça oui. C'est vrai que j'ai l'impression de me sentir mieux là. Voilà, c'est normal. Par contre, ils sont plus ma bouche. Ah oui, ça par contre c'est les orties, monsieur. Oh, il va mieux là. Disons que c'était après un voyage. Voilà. Alors, docteur Jean-Marc Kress, on commence avec vous et une ou des définitions. Comment peut-on définir les médecines alternatives et complémentaires et quelle est la différence avec la médecine thérapeutique traditionnelle? Disons, si vous voulez, ce qui pose un petit peu de problème, c'est le risque de confusion des genres, je veux dire, entre médecine et médecine. Comme quoi il y aurait une médecine dure et une médecine douce. C'est vrai que la notion de complémentarité s'impose depuis des années au niveau de la société, on le voit, on le constate. Mais je pense que fondamentalement, si vous voulez, la médecine s'adresse aux malades, je dirais, aux gens qui sont en souffrance, qui ont des pathologies avérées, diagnostiquées ou à diagnostiquer. Et les autres médecines, les autres prises en charge, je dirais, viennent en complément et elles s'adressent, je vais peut-être déjà soulever un peu le paradoxe, mais à des gens bien portants. Qui ont des soucis pratiques au niveau musculaire, au niveau. On est dans le mieux-être. Dans le mieux-être, dans le bien-être et dans la recherche du mieux-être. Voilà. Je crois que c'est quand même une différence fondamentale à faire pour éviter, je dirais, des confusions et des glissements sémantiques et qui sont quelquefois un petit peu entretenus de façon abusive. Et je pense que toutes ces actions thérapeutiques ont leur place. Elles sont reconnues, elles sont largement diffusées et usitées, mais je pense qu'il faut peut-être au départ éviter certaines confusions. Voilà. Vous parlez de confusion sémantique. Est-ce qu'on peut dire que les mots médecine et docteur ne sont pas protégés? Donc, du coup, voilà. Non, il n'y a que l'exercice illégal de la médecine qui quand il y a conflit et quand il y a, je dirais, problème et contentieux, réapparaît. Et voilà. Donc, et puis, tout ça a été quand même très entretenu depuis des années par une défiance, je dirais, un discours de défiance par rapport aux médecines traditionnelles. Oui.
qui le sont un peu cherchés. Le scandale du sang contaminé, la vaccination abusive à 90 millions d'euros de cette fameuse grippe qui faisait peur à tout le monde. Bon, tout ça, je veux dire, ça a décrédibilisé un petit peu le discours médical, et ça entretient cette espèce de faux conflit, je dirais, entre les médecines, entre les pratiques, je dirais. Hein. Je crois que le nom de médecine et de thérapeutique, c'est lié, si vous voulez. Et quand les gens voient thérapeutique naturelle, thérapeutique d'ostéopathie, thérapeutique, hein, immédiatement, ils connotent médecine. Ouais. Et c'est là que ça pose un petit peu problème. La confusion des genres. Alors, Christopher Huguet-Campagne, l'Ordre des médecins reconnaît 4 pratiques complémentaires qui sont l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et, en ce qui vous concerne, l'ostéopathie. Il a fallu attendre 2006 ou 2007 2002. 2002. Ah oui, pardon. En plus, on m'a rectifié tout ça. Alors, pour cette reconnaissance. Au niveau du 4 mars 2002 où l'État nous reconnaît, et en 2007, effectivement, ça y est, c'est le décret d'application. Voilà, complètement. Et qu'est-ce que cela a changé pour vous et pour l'image de la discipline? C'est-à-dire qu'on a pu travailler avec les médecins. C'est-à-dire, je reviens à ce qu'il disait le médecin, effectivement, il faut des gens formés. Le souci qu'il y a eu avant, c'était des gens qui n'étaient pas forcément formés, qui étaient formés sur des week-ends. Donc il y a eu des gens qui pratiquaient des thérapies manuelles, entre autres des professions comme des kinés, qui étaient partis des simples week-ends, tandis que d'autres kinés, parce que nos anciens ostéopathes, c'est les premiers kinés qu'ils ont travaillé. Et donc c'est eux qui nous ont ouvert la porte. Et c'est eux qui ont poussé à créer ces écoles, parce que les grands directeurs d'écoles d'ostéopathie qui fondent de l'ostéopathie pure, c'était à la base des kinés qui ils font que ça maintenant. Et donc maintenant, on a des formations complètes depuis 2002 grâce à ce décret, et il faut aller voir un thérapeute complet pour éviter voilà. Oui, ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, c'est que s'il y a un doute, on demande à l'Ordre des médecins, l'annuaire pour guider, ou en tout cas au syndicat professionnel pour indiquer le praticien reconnu. C'est l'Agence régionale de santé qui est... Et l'Agence régionale de santé. Après, moi, je reviens sur un autre point. C'est-à-dire que maintenant, à notre époque, moi, je vois, j'ai des médecins qui m'envoient énormément de patients, qui me font des lettres, ils me font confiance, ils me demandent d'abord mon avis parce que c'est ma spécialité. Oui. C'est-à-dire, si on peut éviter de prendre les médicaments, c'est-à-dire, on prend le médicament phare qui est l'anti-inflammatoire. Tout le monde, chez soi, a de l'anti-inflammatoire. On le prend comme des bonbons. Le problème qu'il y a un seuil de tolérance qui augmente. C'est comme l'alcool. Quand on n'a jamais bu un verre et ça y est, on y est. C'est ce dont parlait Marie-Jo, l'anti-bio-résistance. Tout à fait. Mais oui. On revient sur ça. Et même, moi je rebondis sur ça, c'est que ici en Corse, on a lancé avec mon confrère, le dernier mois, la médecine des ventouses aussi, qui est une médecine qui est ancestrale, c'était vos confrères qui l'avaient mis en place, qui a soigné pendant... Quand j'étais enfant, je l'ai vu faire voilà. sur les grands-parents. Mais je peux vous dire, venez à mon cabinet, je vous invite, c'est extraordinaire pour tout ce qui est grippe et tout, c'est exceptionnel. Après, je n'empêche jamais, je dis toujours, et j'encadre toujours mes patients sur ça, c'est que voilà, il faut qu'il y ait le suivi médical, il faut qu'il y ait les médicaments, c'est un complément, mais si ce complément peut leur apporter, c'est vraiment... Les médecines complémentaires, par définition, ne se substituent pas aux médecines thérapeutiques traditionnelles et ne doivent pas retarder le traitement. Mathieu Tramogne, vous êtes naturopathe iridologue. Alors, si vous pouviez déjà, dans un premier temps, définir ce que c'est que ces choses-là. Pour être en accord et pour ne pas rentrer en compétition avec la médecine traditionnelle ou conventionnelle, un naturopathe est avant tout un éducateur de santé. Il a pour objectif de renforcer l'hygiène vitale ou d'apprendre les techniques qui vont renforcer l'hygiène vitale par des moyens naturels de santé. Afin de préserver l'énergie vitale de l'individu et de renforcer son capital santé. L'objectif, ce n'est pas de se supplémenter à la médecine, au contraire, c'est d'éduquer le client, les raisons pour lesquelles il a pu devenir malade. Et l'objectif pour nous, c'est d'expliquer ou de déterminer la cause qui a pu être favorable à l'émergence de la maladie, et à travers une alimentation saine, à travers une hygiène émonctorielle, comment éliminer finalement certains toxines qui peuvent empoisonner son organisme, ou à travers une hygiène nerveuse et physique, comment améliorer ses capacités de santé.
Et pour ce qui concerne l'iridologie. L'iridologie, c'est une complémentarité à mon activité qui nous est enseignée lors de notre cursus de naturopathe. Et elle repose sur la science des iris, qui a été découverte au début du 19e siècle par un médecin hongrois, Dr von Pexeli, et qui a été développée par la médecine européenne, allemande et américaine, afin de déterminer s'il pouvait y avoir des signes au niveau de la trame de nos iris qui pouvaient se cristalliser et correspondre à certains symptômes. Donc oui, pendant 2 siècles, certains médecins occidentaux ont développé une cartographie représentant nos iris et qui peuvent corroborer finalement l'existence de certains symptômes. Les naturopathes ont tout simplement repris cette science des iris, autour des années 50 afin de l'utiliser en tant que pronostic pour améliorer la qualité des conseils. Est-ce que vous militez pour que la naturopathie ou l'iridologie en même temps, soit reconnue par Moi, personnellement, je ne suis pas un militant. J'ai intégré ça dans ma pratique. J'avoue que ça m'apporte des pistes d'exploration dans l'amélioration de mes conseils et je trouve ça fabuleux. Initialement, je suis un biologiste. Et le fait de pouvoir observer les yeux, de pouvoir avoir des informations concernant l'équilibre du système nerveux, est-ce qu'il est déséquilibré ou est-ce qu'il est en équilibre, ou voir finalement quels sont les déchets du métabolisme du corps qui ne sont pas convenablement éliminés. Moi, en tant que biologiste et anciennement physiopathologiste, ça me renseigne finalement quelles sont les pistes à aborder dans la qualité de mes conseils. Alors, Dr Crève, selon l'OMS, il y aurait plus de 400 pratiques thérapeutiques recensées, un nombre qui est en constante augmentation. Est-ce quelque part inquiétant ? Oui, parce qu'il y a des choses complètement farfelues. La thérapie par les cristaux, par les pierres, par aller se faire des câlins aux arbres. Enfin, bon, je veux dire que c'est à l'infini. Hein. Et tout ça, quand même, si vous voulez, relève de 2 effets, de deux causes qui sont intimement liées. Hein. D'une part, c'est chez l'homme, hein, quand il est devenu sapiens, c'est l'éclosion de la pensée magique. C'est quelque chose qui est ancré en nous, même si on a marché sur la Lune, hein, encore que d'autres n'y croient pas et certains croient que la Terre est plate. Mais je veux dire qu'il y a cette notion de pensée magique qui est plus ou moins enfouie dans notre cerveau, dans notre conscient ou notre inconscient, hein, et l'effet placebo. Hein, l'effet placebo qui est reconnu depuis longtemps, qui a été visualisé en biologie moléculaire ou autre, en disant que quand vous administrez un placebo à quelqu'un, il se passe quelque chose. Il y a des sécrétions d'endorphines, il y a des sécrétions de neuromédiateurs qui font qu'il va se sentir mieux, hein, parce qu'il croit à ce qu'il a avalé. Moi, combien j'ai soigné de crises d'angoisse fortes, plus ou moins, avec des gélules tranxène vides, quand je pratiquais dans les cliniques ou les hôpitaux. Hein. Donc, et ça marche. Hein. Il y a des effets placebo sur les antibiotiques, des effets placebo sur certains anticancéreux. Hein. Donc, c'est vous dire la puissance du psychisme sur le corps, hein, la prévalence. Hein. Donc, toutes ces croyances, si vous voulez, ancestrales, archaïques, je dirais, hein, sont lovées quelque part dans notre cerveau et ne demandent qu'à être activé. L'homme, c'est une notion. L'homme est programmé pour croire. Pour croire à une instance supérieure, quelque chose qui va le diriger quelque part. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est le seul mammifère supérieur qui a conscience de sa mort, je dirais aussi, et que ça génère une telle angoisse qu'il faut se raccrocher à quelque chose. Hein. Enfin, donc, il y a, je pense que comme je disais tout à l'heure, la vulgarisation et surtout la défiance vis-à-vis du discours médical officiel. Hein, entretient et encourage. Et alors, vous avez dit pensée magique, Flo ? Oui, c'est ça. Qui dit pensée magique dit Voilà, c'est ça. Parfois, ces pratiques ont recours à toutes sortes de plantes, à l'eau de mer, à différents aliments ou autres sécrétions bizarres. Alors Marie-Jo va nous rejoindre pour nous parler de bave d'escargot. Ah oui, c'est ça. Et va nous en parler rapidement. Très rapidement. Alors, on va regarder tout de suite un sujet. Voilà, c'est ça. Bravo. On va regarder tout de suite un extrait de l'émission Les Nouveaux Nomades. Vous allez voir qu'en fait, cette bave d'escargot, elle serait pleine de tout un tas d'éléments qui sont très bons pour la peau, dont le collagène, l'élastine, l'acide glycolique. Et en fait, on a décidé donc de stimuler ces escargots pour récupérer... Oui, c'est très ambigu. De récupérer cette bave qui, finalement, peut soigner et soignerait d'ailleurs depuis l'Antiquité.
On l'utilisait. On faisait d'ailleurs baver les escargots dans les oreilles des enfants pour soigner les otites. Bon, c'est pas super ragoûtant. Et voilà. Et donc, bien sûr, il y a des thérapeutes qui ont entrepris de poser les escargots directement sur le visage des gens pour soigner les petites coupures et être système anti-rides, etc., etc. Mais l'animal, non content d'être gluant, il est très lent. Donc, en fait, il vaut mieux récupérer sa bave, l'ajouter à un produit cosmétique et puis ensuite le mettre absolument tous les jours. Il faut bien le stimuler. Comme un petit sérum. C'est horrible. C'est important. C'est oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, c'est incorporé à des crèmes cosmétiques qui ont une concentration de 30 à 92% pour un effet extraordinaire. Il paraît que c'est très cicatrisant en tout cas. Hein. Oui, je crois la toile d'araignée aussi, qui aurait les fils de la toile d'araignée qui aurait un pouvoir cicatrisant extraordinaire. Ah oui, c'est l'arbre de mouche qui est utilisé depuis 4 ans à l'hôpital d'Ajaccio au service du caisson, qui est un des meilleurs services de caisson dans le monde entier. Voilà, pour une fois qu'on a quelque chose sur Ajaccio, voilà. Le miel aussi, le miel c'est un produit connu depuis la assez longtemps. La psychothérapie dans les plaies. Oui, pour nettoyer les plaies. Pour nettoyer les plaies. Aussi, complètement. Alors, est-ce qu'il faut faire aussi attention avec le vocabulaire? Ces médecines douces ne sont pas pour autant inactives. Il y a des principes actifs, et là je m'adresse aux naturopathes, il faut faire attention pour les dosages et les interactions. L'utilisation de l'aromathérapie, je veux dire, c'est des plantes, je veux dire, c'est des concentrations de principes actifs finalement qui peuvent avoir des effets aussi bien similaires qu'à des doses pharmacologiques, donc on n'est pas du tout sur de la médecine douce. L'utilisation des plantes, effectivement, elles ont des principes actifs, et nous, en tant que naturopathes, dans notre activité, on doit prendre en considération les médicaments que nos clients prennent, parce qu'il peut y avoir des interactions entre l'usage de certaines plantes et certains médicaments, donc on n'est pas du tout sur des médecines douces. Il faut qu'on fasse très attention à ça. On va plutôt parler de médecine douce en utilisant les principes homéopathiques, ou quand on va pratiquer l'oligothérapie, ou potentiellement utiliser la gémothérapie, parce qu'on est sur des plantes avec des concentrations actives, de principes actifs beaucoup plus faibles, mais tout a un impact sur la biologie, donc on fait attention. Flo. Oui. On conclut ? Oui, bien sûr. Alors, messieurs, la bonne médecine alternative, en un mot. La bonne médecine alternative. Oui, on a très peu de temps. Non, allez-y. Un petit mot. Oui, un petit mot. Le bon choix. C'est un très très bon complément. Mais il ne faut pas oublier la médecine. C'est ce que je reviens Docteur Cresp. Numéro 1, l'éthique. Fondamentale. Je suis d'accord. La formation sérieuse sur des bases scientifiques. Monsieur est un parfait exemple. Troisièmement, arrêtons de se bouffer le nez, les uns les autres. La complémentarité, ce sera le mot. On est obligé de conclure. Merci messieurs, on se retrouve dans un instant sur VAC pour la 3e partie. A tout de suite. Merci.